Salut à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on parle d'un truc un peu fou, une villa à Bali avec piscine, pour le prix d'un petit studio à Paris, vous me croyez pas? Attends, une villa avec piscine? Non mais Hugo, tu me fais rêver là. Je te jure, enfin, presque. C'est là que ça devient intéressant. Ah, il y a un presque. Bien sûr qu'il y a un presque. Toujours. Il y a toujours un petit détail. Bon, installe-toi bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble les pièges, les vrais chiffres et comment faire les choses bien. Et si ce genre d'histoire te plaît, abonne-toi, tu es au bon endroit. Bon, alors vas-y, explique-moi cette histoire de villa. Parce que moi, mon studio à Paris, il fait 20 mètres carrés. Et voilà quoi. 20 mètres carrés. Et à Bali, pour le même budget, tu peux avoir une maison, un jardin, une piscine. Le soleil toute l'année. Sérieux? Oh là là. Bon, je fais mes valises. Salut tout le monde. Ah, et oui. C'est exactement ce que pensent des milliers de gens. Ils voient les photos, la mer, le prix, et ils partent. Et c'est une erreur? Pas forcément. Mais il y a un piège énorme. Un truc que beaucoup découvrent trop tard, quand ils ont déjà payé. Trop tard. Ça veut dire quoi, trop tard? Ça veut dire qu'ils ont donné leur argent, et qu'en réalité, la maison n'est pas vraiment à eux. Et là, tout se complique. Comment ça? Pas vraiment à eux? Ils l'ont acheté ou pas? Alors là, c'est le cœur de tout. En Indonésie, un étranger ne peut pas vraiment être propriétaire du terrain. La pleine propriété, comme chez nous, c'est réservé aux Indonésiens. Un étranger, lui, il peut avoir le droit d'utiliser la terre, de construire dessus, mais pas de posséder la terre elle-même. Attends, on peut pas acheter le terrain du tout? Pas la pleine propriété, non. Ça reste aux citoyens indonésiens. Un étranger passe toujours par un autre système. Un droit d'usage, pas la propriété de la terre. Mais alors, toutes ces personnes qui achètent une villa à Bali, elles achètent quoi? Bonne question. La plupart du temps, elles louent. Pour très longtemps. On appelle ça un bail. Un droit d'utiliser, pas de posséder. Un bail, comme moi avec mon proprio à Paris en fait. Un peu, oui. Sauf que là, tu payes tout d'un coup, 20 ans, 25 ans d'avance. Et après, le terrain revient au propriétaire indonésien. Quoi? Tu payes des dizaines de milliers d'euros et au bout de 20-25 ans, tu n'as plus rien? Et oui, enfin, tu peux souvent renouveler. Mais ce n'est jamais garanti à 100%. Et le prix du renouvellement, il peut monter. Oh là là. Bon, du coup, mon rêve de villa, il prend un peu l'eau là. Ah ah, attends. Je dis pas que c'est nul. Je dis qu'il faut comprendre avant. Parce que certains font pire. Pire que ça? Vas-y, dis-moi. J'ai peur, mais dis-moi. Certains, pour contourner la loi, mettent la maison au nom d'un Indonésien. Un ami, un contact sur place. On appelle ça un prête-nom. Quelqu'un qui prête son nom à ta place, tu vois. Un prête-nom. Donc sur le papier, la maison appartient à quelqu'un d'autre. Voilà. Toi, tu payes tout. Mais légalement, ce n'est pas ton nom. Et ça, c'est interdit par la loi indonésienne. Attends, c'est interdit, donc les gens font un truc illégal sans le savoir. Parfois sans le savoir, oui. Et si un jour ça tourne mal, devant un tribunal, cet accord ne vaut rien. L'étranger peut tout perdre. Tout perdre. La maison, l'argent, tout. Tout.
J'ai lu des histoires de gens qui se sont retrouvés dehors. Le prête-nom a gardé la villa. Fin de l'histoire. Non mais c'est horrible. Le mec te fait confiance, il donne toutes ses économies et... Et il n'a aucune protection. C'est pour ça que je tenais à faire cet épisode. Pas pour faire peur, mais pour que les gens comprennent bien avant de signer. D'accord, donc en gros, le prix magique de Bali, il cache quelque chose. Il cache un système différent. Ce n'est ni bien ni mal. C'est juste pas comme en France, et beaucoup l'oublient. Bon, du coup, faisons les vrais chiffres. Parce que là, tout le monde veut savoir. Un studio à Paris, ça coûte combien déjà? Alors, un petit studio à Paris, à l'achat, on est souvent entre 250 et 350 000 euros. Ça dépend énormément du quartier et de l'état du bien. C'est une fourchette, hein? Faut pas prendre ça pour un chiffre exact. 300 000 euros pour 20 mètres carrés. Voilà ma vie résumée en une phrase. Ah ah ah. Et encore, en plein centre, ça grimpe très vite. Franchement, pour se loger, Paris, c'est une des villes les plus chères d'Europe. Pas la plus chère, hein? Londres, Genève, c'est encore pire. Mais quand tu vois les prix, t'as pas trop envie de rire. Et à Bali, avec cette somme, Là, ça change tout. Tu peux avoir un bail très long sur une belle villa, piscine, jardin. Mais souviens-toi, un bail, pas la pleine propriété. oui, oui, le fameux bail. Je commence à comprendre le truc. Et il faut ajouter des frais. Un notaire là-bas, un avocat local sérieux, la construction si tu bâtis, ça s'additionne. Attends, un avocat? Pourquoi un avocat pour une maison? Parce que sans quelqu'un qui vérifie le contrat, tu signes des choses que tu ne comprends pas. Et là, retour au piège du début. Ah, donc l'avocat, c'est pas un luxe, c'est une protection. C'est TA Protection, la meilleure. Et justement, ce fameux prête-nom dont je te parlais, un bon avocat, lui, il ne te laisserait jamais signer un truc pareil. Ah oui, le prête-nom, le nom d'un Indonésien sur le papier à la place du mien. C'est ça, tu suis bien. Mais je ne t'ai pas dit le plus important, à quel point, avec ce système, tu es fragile. Vas-y, montre-moi le pire, alors. Le pire, c'est que sur le papier, toi, tu n'existes pas. Tu as tout payé, mais ton nom n'est écrit nulle part. Attends, j'ai payé la maison et mon nom n'apparaît même pas. Nulle part. Officiellement, le propriétaire, c'est lui, l'Indonésien de confiance. Et si un jour ce quelqu'un de confiance change d'avis? Là, tu comprends le piège. Il peut vendre, il peut te dire de partir. Et devant un juge, la maison est à lui, pas à toi. Même si c'est moi qui ai tout payé. Même parce qu'au départ, l'accord était déjà illégal. Tu ne peux même pas aller te plaindre. Tu perds l'argent, la maison, tout. Non mais, c'est du vol organisé, ça. Et le pire, c'est que ça arrive avec le sourire. Un agent te dit « Ne t'inquiète pas, c'est courant ici ». C'est ce moment-là qui doit faire sonner une alarme dans ta tête. Vraiment. Et les gens acceptent quand même. Sérieux? Beaucoup, oui, parce que le rêve est plus fort que la prudence. Tiens, je vais te raconter une histoire. Un gars, on va dire qu'il s'appelle Karim. Karim, un Français, la quarantaine. Il vend son petit appartement en banlieue. Il part à Bali, il trouve une villa magnifique, piscine, jardin, vue sur les rizières. Le rêve, quoi. Le rêve. Un agent lui dit « Pas de souci pour la loi, on met la maison au nom de mon cousin, c'est courant ici. » Karim signe.
il est heureux. Et laisse-moi deviner, le cousin. 2 ans plus tard, le cousin a des dettes. Il vend la villa. Karim rentre un soir, ses affaires sont dehors, sur le trottoir. Et légalement, il ne peut rien faire. Mais c'est horrible, il avait mis toutes ses économies là-dedans. Tout. L'argent de l'appartement en France, parti. Et le pire, c'est qu'il pensait avoir été malin. Ça me met en colère, cette histoire. Moi aussi, mais elle est utile. Parce qu'il existe une manière légale de vivre à Bali, et elle a un nom, elle aussi. Ah, vas-y, donne-moi du positif là, j'en ai besoin. Ça s'appelle le bail. En français simple, la location longue durée. Tu ne possèdes pas la terre, mais tu as le droit de l'utiliser pendant longtemps. Souvent entre 20 et 30 ans, ça dépend du contrat. Attends, 20, 30 ans, donc je louis pour toute cette durée d'un coup. C'est ça. Tu paies au début pour toute la période. C'est écrit, c'est signé chez un notaire officiel. Et là, tu es protégé par la loi, pas par la confiance d'un cousin. D'accord, ça je comprends mieux, mais au bout du bail, il se passe quoi? Bonne question. Tu peux renouveler si c'est prévu dans le contrat. Ou la terre revient au propriétaire indonésien. Ta belle villa aussi, parfois. Attends. Je reviens à notre calcul du début. La villa à Bali, au prix d'un studio à Paris. Mais le studio à Paris, il est à moi pour toujours. Et la villa, je l'ai pour 20, 30 ans. Eh oui, tu viens de trouver toute seule le vrai piège du titre. Ce n'est pas le même produit. On compare une propriété à vie avec une location longue. Mais ça change tout. C'est pas la même chose du tout. Non, et ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise idée. Ça veut dire qu'il faut comparer les bonnes choses. Un studio à Paris, tu le laisses là à tes enfants. Une villa en bail, souvent pas. Ok, donc la vraie question, c'est pas combien ça coûte. La vraie question, c'est qu'est-ce que j'achète exactement? Un droit d'usage de quelques dizaines d'années ou une propriété pour la vie. Le prix tout seul ne te dit rien. Bon, et je sens qu'il y a encore des frais cachés, hein? Il y en a toujours. Oh oui, on oublie souvent le visa. Pour vivre là-bas légalement plus de quelques mois, il te faut un titre de séjour. Ça se prépare, ça se paie, ça se renouvelle. Comme une carte de séjour, quoi, mais version indonésienne. Voilà, même idée. Ensuite, l'entretien. Un climat tropical, c'est dur pour une maison. L'humidité, les grosses pluies, le jardin qui pousse trop vite. Une piscine, ça se nettoie chaque semaine. Ah, la fameuse piscine de rêve qui devient une facture tous les mois. Voilà. Et le personnel. Beaucoup engagent quelqu'un pour le jardin, le ménage. C'est pas cher là-bas, mais c'est un budget, chaque mois. Donc le prix affiché, c'est jamais le prix final. Jamais, ni ici, ni là-bas. Retiens ces 2 mots. Il y a le prix et il y a le coût. Le prix, c'est ce que tu paies une fois. Le coût, c'est ce que tu paies toute ta vie. Oh, j'aime bien ça, le prix et le coût. C'est pas pareil. Pas pareil du tout. Une voiture pas chère qui tombe en panne chaque mois, c'est un prix bas et un coût élevé. Une maison, c'est exactement la même chose. Bon, Hugo, je vais te poser la question qui fâche, parce que là, franchement, on fait un peu peur aux gens. Vas-y, pose-la, c'est bien. Il y a quand même des gens qui vivent super bien à Bali, non? Qui ont fait le bon choix? Bien sûr.
plein de gens, et c'est important de le dire, le problème, c'est jamais le rêve. C'est le rêve sans les questions. Alors donne-moi l'exemple de quelqu'un qui a bien fait. Tiens, à l'inverse, je pense à une femme, on va l'appeler Sophie. Elle aussi voulait partir. Mais avant d'acheter, elle a fait un truc que presque personne ne fait. Quoi? Elle a loué. 1 an. Une vraie location toute simple. Elle a vécu là, la vraie vie, pas les vacances. La saison des pluies, les coupures d'électricité, tout. Ah malin, elle a testé avant d'acheter. Voilà. Et au bout d'1 an, elle savait tout. Le bon quartier, le vrai budget, les vrais problèmes. Le jour où elle a signé son bail, elle savait exactement ce qu'elle faisait. Donc la leçon, c'est essaie avant de tout miser. La leçon, c'est le temps est ton ami. L'agent qui te dit « signe vite, c'est une occasion », il pense à sa commission, pas à ta vie. Ça, c'est vrai partout, non? Vite, vite, dépêche-toi. C'est toujours suspect. Toujours. Une bonne affaire attend 1 jour de plus. Une arnaque, non. Retiens bien ça. Et au fait, si tu apprends des trucs avec nous, un petit abonnement, ça nous fait super plaisir. Bon, je continue. Attends, ça commence à faire pas mal de choses à retenir, là. Le prête-nom, le bail qui dure 20, 30 ans et pas pour toujours, et tester la vie sur place avant d'acheter. Et pourtant, il y a encore un truc que même les gens prudents oublient complètement. Et celui-là, crois-moi, il touche ton argent le jour où tu veux repartir. Quand tu veux revendre, tu veux dire? Revendre, oui, parce qu'un jour, peut-être, tu voudras rentrer chez toi. Et revendre un bail à moitié fini, crois-moi, c'est une autre histoire. Imagine, tu achètes un bail de, disons, 25 ans, tu paies, disons, 100 000 euros. Tu vis là 5 ans, c'est magnifique, et puis ta mère tombe malade en France. Tu dois rentrer, vite. Donc tu veux vendre, et tu penses, j'ai payé 100 000, je récupère 100 000. C'est là que ça fait mal. Il te reste 20 ans de bail, pas 25. Tu ne vends pas une maison, tu vends du temps. Et le temps, il a diminué. Ah, donc l'acheteur y regarde combien d'années il reste, pas ce que toi tu as payé. Tout à fait. 20 ans, ça vaut moins que 25. C'est logique quand tu le dis, mais sur le moment, personne ne pense à ça. On pense au rêve, pas à la sortie. C'est comme une voiture, en fait. Tu sors du garage, elle perd déjà de la valeur. Voilà, c'est tout à fait ça. Sauf qu'une voiture, un jour, elle vaut 0. Et tu le sais d'avance. Là, le bail arrive à 0 aussi. À la fin, la terre retourne au propriétaire. Toi, tu n'as plus rien. Attends, plus rien, même la maison que tu as construite. Souvent, oui. À la fin du bail, ce qui est construit sur le terrain revient en général au propriétaire du sol, sauf clause contraire, bien écrite dans ton contrat. D'où l'importance, encore une fois, de lire le contrat, chaque ligne. Oh là là. Bon, mais il y a une solution, non? On peut rallonger le bail. On peut essayer. On appelle ça une extension. En gros, tu rallonges le bail. Tu vas voir le propriétaire. Tu dis « je te paye encore, on repart pour 20 ans ». Mais lui, il n'est pas obligé de dire oui. Ah bon, il peut refuser? Bien sûr. Et s'il voit que tu es coincé, que tu veux vendre vite, que l'acheteur attend son extension, devine qui a le pouvoir dans cette discussion. Lui, il fixe le prix qu'il veut.
Lui, tiens, je pense à un couple, le genre de situation qui arrive vraiment, malheureusement. Ils avaient une belle villa tout propre. Un acheteur arrive, prêt à payer. Mais l'acheteur voulait l'extension d'abord pour être tranquille. Logique de sa part. Très logique. Sauf que le propriétaire du terrain a senti l'affaire. Il a demandé une somme énorme pour l'extension, bien plus que le prix normal. Le couple était bloqué au milieu. Non, et ils ont fait quoi? Ils ont dû baisser leur prix de vente. Beaucoup, pour compenser. Au final, ils ont récupéré bien moins que ce qu'ils avaient mis, une grosse perte. Et encore, ils ont eu de la chance de vendre. Une grosse perte. Ça fait froid dans le dos. Et le pire, c'est qu'ils n'avaient rien fait de bête. Ils avaient un notaire local, un vrai contrat. Le problème, c'était juste le temps. Personne ne leur avait expliqué la revente. Parce qu'au début, tout le monde parle du rêve, du soleil, de la piscine. Personne ne parle du jour où tu repars. Personne. Le vendeur veut vendre, l'agent veut sa commission. Toi, tu es amoureux du lieu. La question « et si je dois revendre dans 10 ans ?» arrive toujours trop tard. Alors on la pose maintenant. Avant de signer, retenez ce mot les amis, la revente. Comment je récupère mon argent le jour où je repars? On appelle ça aussi la porte de sortie. Posez toujours la question. Et pose-la à voix haute devant le vendeur. Regarde sa tête, s'il change de sujet, s'il dit « Oh !» mais tu ne repartiras jamais, c'est le paradis. Méfie-toi. C'est un vendeur, pas un ami. Il y a un truc que je comprends pas. Si c'est aussi risqué, pourquoi des gens le font quand même et sont contents? Bonne question. Parce que pour certains, ça marche. Ceux qui savent pourquoi, ils viennent. Ils ne cherchent pas à gagner de l'argent, ils cherchent à vivre là, 10, 15 ans. Ah, donc ce n'est pas un investissement pour eux. Non, c'est un mode de vie qu'ils paient d'avance. Ils calculent, ce bail me coûte tant par mois si je le divise. Et ce que ça vaut le coup pour vivre ici, si oui, ils y vont, tranquilles. Alors qu'un studio à Paris, tu le gardes, tu le loues, tu le revends, c'est un vrai bien à toi. Tout à fait. Ce n'est pas la même chose. L'un, c'est un placement, de l'argent que tu mets de côté pour plus tard. L'autre, c'est une expérience de vie avec une date de fin. Deux projets différents. Et le drame, c'est quand tu confonds les deux. C'est ça, le vrai danger. Tu prends l'argent que tu gardais pour ta retraite et tu l'échanges contre quelques belles années. Si tu le sais, parfait. Si tu ne le sais pas, c'est la catastrophe. Bon, alors résume-moi, si quelqu'un nous écoute là, maintenant, et qu'il rêve de partir, tu lui dis quoi en premier? Je lui dis, fais le vrai calcul, pas le prix affiché sur l'annonce, le prix réel. C'est-à-dire, Le bail, oui, mais aussi le visa chaque année, l'assurance santé privée, les billets d'avion pour rentrer voir la famille, l'électricité qui coûte cher à cause de la climatisation. Additionne tout ça sur une année complète. et là, la villa magnifique qui paraît si peu chère au premier abord, elle coûte combien vraiment? Souvent bien plus. Une fois tous les frais réels comptés. Ça peut facilement doubler. Ça reste sans doute moins cher qu'un studio parisien, d'accord. Mais ce n'est plus le conte de fées de l'annonce. Ah, mais moi j'aime bien quand tu casses les rêves comme ça, Hugo.
Je ne casse rien du tout. Je dis juste rêve avec les vrais chiffres. C'est encore plus solide comme rêve. Non, mais c'est vrai, parce que le pire, ce serait de partir sur un chiffre faux et de revenir 6 mois plus tard, ruiné et déçu. Ça arrive tout le temps. Et ces gens-là, ils ne racontent jamais leur histoire sur Internet. On ne voit que les belles photos de ceux qui ont réussi. Ah oui, forcément, on ne voit que les gagnants, jamais ceux qui sont rentrés déçus. Voilà. Alors méfie-toi des photos. Une piscine et un palmier, ça ne te dit rien sur le compte en banque de la personne. Bon, et si malgré tout quelqu'un a fait ses calculs, honnêtement, et que ça tient, tu lui dis quoi? Là, je lui dis, vas-y. Vraiment. Mais garde toujours une porte de sortie. Une porte de sortie, c'est-à-dire de l'argent de côté pour le billet du retour. Voilà. De quoi rentrer et tenir quelques mois en France, le temps de retrouver un travail. Ça, tu n'y touches jamais. C'est sacré. Ah, ça j'aime bien. Partir léger mais avec un filet en dessous. C'est toute la différence entre l'aventure et le piège. L'aventurier prépare son retour. Celui qui tombe dans le piège, il brûle tout et il prie. Ah, il brûle tout et il prie. J'adore. C'est-à-dire, il met absolument tout son argent et après il croise les doigts pour que ça marche. Voilà, c'est exactement ça. Plus de filets, plus de plan B. Et puis, tu sais, il y a une chose que les chiffres ne disent jamais. Ah, vas-y. La solitude. Une villa immense, très loin, sans tes amis, sans ta langue, sans ta mère au téléphone à la même heure. Ça, aucune calculatrice ne le mesure. Et pourtant, c'est souvent ça qui fait rentrer les gens. C'est vrai, on parle argent, argent, argent et on oublie le cœur. Le cœur, oui. Un studio minuscule à Paris avec tes amis en bas, ça vaut parfois plus qu'un palais tout seul à l'autre bout du monde. Bon, tu vas me faire pleurer, là. Mais non, je dis juste, mets ça aussi dans ton calcul. C'est une ligne du budget, même si elle n'a pas de prix. D'accord, alors on résume pour de vrai, en une phrase. Hugo, à toi l'honneur. Une villa à Bali au prix d'un studio à Paris, ça peut être vrai, à condition de compter tout, de garder un billet de retour et de savoir que tu paies une vie, pas un placement. Et de ne pas confondre les deux, sinon catastrophe, comme tu disais tout à l'heure. Voilà. Le rêve, oui, mais un rêve les yeux ouverts. Franchement, moi cet épisode m'a fait réfléchir. Je regardais ces annonces avec des étoiles dans les yeux. Et là, je vais recompter tout. Ah, ça me fait vraiment plaisir de t'entendre dire ça. C'est tout ce qu'on veut, nous, pas te dégoûter du rêve, juste te donner de quoi décider par toi-même, la tête froide. Alors merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. Ça compte, vraiment. Ça compte beaucoup. Et si ça t'a aidé à voir plus clair, abonne-toi. Comme ça, tu ne rates pas les prochains. Prends soin de toi où que tu sois, à Paris, à Bali ou entre les deux dans ta tête. À très vite. Salut.